La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que la transition énergétique n'est plus une mode, c'est une solution. Et doucement, les gouvernants s'en aperçoivent. Et le fait qu'on soit devenu une solution, pour nous, donne une visibilité extrêmement forte pour nos investisseurs et surtout nous dans nos stratégies d'investissement. Avant de rejoindre Sapiens, je n'avais jamais eu l'occasion d'accéder à ce qu'il se passe derrière un fonds d'investissement. Au-delà de la façade des chiffres, de la performance. Et pourtant, en rencontrant des dizaines de fonds, j'ai réalisé que derrière chaque ligne investie, il y avait des histoires passionnantes, avec leur lot de difficultés et de succès, et surtout des équipes engagées autour des projets qu'elles financent. Bonjour, je suis Aurore Perrin, et mon objectif avec Just Focus est de mettre en lumière le pont entre les investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions, et leurs investissements, qui sont un moyen de créer un monde qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Nicolas Rochon, qui est président et fondateur de Airgreen Invest. Bonjour Nicolas. Bonjour Aurore. Alors Nicolas, pour commencer, je vais te demander quelque chose de très simple. Est-ce que tu peux me dire qui tu es ? Alors moi je suis Nicolas Rochon, j'ai 3 enfants, un chien, même un poney depuis 2 semaines et je suis parisien. D'accord, un poney à Paris. Et voilà. c'est peu courant. Et donc tu es fondateur de Airgreen Invest, est-ce que t'as toujours fait ça ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Comment est-ce que tu en es arrivé là ? Alors moi j'ai commencé dans la transition énergétique en 2005 et j'ai toujours fait ça en sortant d'école. D'abord j'ai développé le premier broker sur la transition énergétique, ça c'était en 2005. Puis j'ai rejoint la première société de gestion qu'on a co-développée avec 2 associés sur la protection de l'environnement. Donc on investissait dans les sociétés cotées qui traitaient des déchets, de l'eau et de la problématique de la production d'énergie. Et puis en 2010, j'ai créé Airgreen. Ok, et donc 2005, c'est quand même les prémices encore de ces sujets-là où on en parle beaucoup moins qu'à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé dans ce domaine de la... Ouais, alors c'est vrai qu'on était vraiment les premiers là, sur les investissements actions. Et moi, j'ai un parcours un peu atypique pour un financier parce que j'ai fait une maîtrise d'histoire. Je voulais faire de la politique et je ne comprenais pas pourquoi l'environnement était clivant et qu'il y avait des partis politiques qui s'accaparaient à la problématique environnementale. Et ça avait toujours été un vrai problème pour moi. Et donc, je voulais que ça touche tout le monde. Et ça ne devait pas être soit à gauche, soit à droite. Voilà. Donc ça a été dans ma jeunesse, ma problématique sur comment était traité l'environnement dans la société. Et donc, quand j'ai pu travailler, je me suis dit, mais il y a quand même forcément un intérêt à investir dans les sujets de demain. Et c'est là où j'ai trouvé le lien entre la finance, puisque après mes études d'histoire, j'avais quand même fait des études de finance, je rassure tout le monde. Je me suis lancé dans cette ambition de réconcilier la problématique environnementale et les enjeux des investisseurs. Et donc pour parler d'Airgreen Invest, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Il y a beaucoup de sociétés qui font ça maintenant. Qu'est-ce que c'est la spécificité peut-être d'Airgreen ? Oui, c'est vrai. Alors maintenant, tout le monde dit ah oui, c'est à la mode d'investir dans la transition énergétique. Là, ça doit bien fonctionner. Je dis, oui, bon, il y a 20 ans, c'était pas à la mode. Il y a 17 ans, c'était très à la mode parce qu'il y avait Al Gore qui avait sorti un film et tout le monde ne parlait plus que de ça. 2 ans plus tard, il y avait un an plus tard, la faillite de Lehman et puis plus personne n'en parlait. Bon. Et aujourd'hui, tout le monde en reparle. Le vrai sujet aujourd'hui de la transition énergétique, c'est que c'est préparer l'indépendance énergétique européenne, la compétitivité de nos pays. Et on a eu des succès très forts en énergie en France, notamment avec le nucléaire. C'est ça qui nous a permis d'être des leaders au niveau mondial. Et il nous faut absolument réinvestir dans les enjeux de demain. Et aujourd'hui, le nucléaire d'hier, c'est la transition énergétique, c'est les électrons verts. Mais les électrons verts, c'est un premier sujet. Le vrai sujet, c'est l'électrification des usages. Comment on arrive à devenir indépendant des énergies fossiles. Et donc, il faut absolument électrifier tous les usages. Donc, ça part de la mobilité, c'est des pompes à chaleur, il faut adapter les réseaux. Et ça travaille aussi sur l'agriculture. Comment on essaye de faire cohabiter énergie et production agricole. C'est tous ces enjeux qu'on traite chez Airgreen.
Ok. Tu disais tout à l'heure, tu mettais l'accent sur le fait qu'il y ait des modes. Quel impact, quand on a une société de gestion, ça a ces modes-là sur votre manière de faire du business? Eh ben, le problème des modes, quand on investit sur des sujets long terme, parce que l'énergie, c'est quelque chose de très sérieux, et c'est des temps très longs, 50 ans. Nos investissements, nous, on va construire des infrastructures qui doivent durer minimum 30 à 50 ans. Nos fonds, ils ont une durée d'investissement de 10 ans. Donc nous, il nous faut absolument adapter une stratégie qui va être résiliente dans le temps et bien prendre en compte les risques et les faiblesses de la volatilité qu'il peut y avoir au niveau gouvernemental, mais aussi des populations. Donc ça, c'est important. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que la transition énergétique n'est plus une mode, c'est une solution. Et doucement, les gouvernants s'en aperçoivent. Et le fait qu'on soit devenu une solution, pour nous, donne une visibilité extrêmement forte pour nos investisseurs et surtout nous dans nos stratégies d'investissement. Aujourd'hui, tu trouves qu'il y a un vrai consensus sur le sujet. Tu parles à juste titre en plus de ce que tu constatais quand tu étais en licence d'histoire. Aujourd'hui, effectivement, les gouvernements en parlent plus. Effectivement, les entreprises prennent le sujet aussi, puis ils n'ont plus forcément le choix. Mais est-ce qu'on est arrivé à une forme de consensus sur le sujet, ou tu as encore, toi, dans ton quotidien, des gens qui ne croient pas à l'électrification des usages, par exemple, ça c'est un vrai sujet, ou qui ne croient pas aux énergies renouvelables? Il y en a aussi qui n'y croient pas. Non, ça reste quand même clivant. La transition énergétique, elle est clivante parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Et puis, c'est vrai que si vous n'êtes pas au quotidien dans le secteur de la transition énergétique, vous êtes complètement dépassé en 6 à 12 mois parce qu'il y a des évolutions permanentes. Quand j'ai commencé à travailler dans le secteur, pour produire un électron solaire, le kilowatt, c'était 60 cents. Aujourd'hui, on est capable de le faire à 2 cents. Alors, qui peut diminuer les coûts à ce point-là? Personne. Ça c'est extrêmement disruptif. Et donc, forcément, on est dans un temps très rapide des évolutions majeures. Donc, pour les personnes qui ne sont pas au quotidien de la transition énergétique, ils vont avoir des fausses idées. Ils vont se dire c'est pas rentable, c'est pas la solution, on peut pas s'en sortir. Et puis les gens vont toujours opposer. Les gens opposent. Ils ont besoin de mettre dans des cases. Alors que la transition énergétique, c'est l'acceptation de l'ensemble des énergies. Et c'est pas le renouvelable contre le nucléaire, c'est comment on cohabite avec le nucléaire, qui a des atouts très importants, comment on cohabite avec le solaire, l'éolien, le biométhane, comment on rajoute du stockage. Et donc, pour aborder la transition énergétique, il faut prendre beaucoup de temps, et il faut beaucoup de recul, et surtout être capable de se remettre en question en permanence, parce que nous sommes dans des technos qui sont profitables et rentables, mais qui sont en perpétuelle amélioration. Et donc, les nouveaux business models évoluent toujours. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de schéma de pensée bloqué. Il faut être très ouvert. Et il faut surtout essayer d'être consensuel et surtout pas s'opposer. Et c'est ça le problème aujourd'hui, je pense, souvent d'investisseurs ou de politiques. On veut mettre dans des boxes. Tu te disais, je pense que nos auditeurs seront contents d'avoir un ordre de grandeur, mais vous êtes passé de 60 à 2 cents le kilowatt. C'est donc l'unité de mesure que vous utilisez aussi pour mesurer l'efficacité énergétique ou l'efficience énergétique de votre capacité à... Ce que je disais, c'est qu'en réalité, pour donner un chiffre qui parle plus, c'est il y avait un tarif de rachat. En fait, c'était EDF au tout départ qui a lancé le projet. Et finalement, c'est une très bonne chose parce que ça a permis de lancer une industrie. Aujourd'hui, les Français sont les leaders, parmi les leaders européens dans la production des énergies vertes en tant que développeurs indépendants. Et c'est vrai qu'au départ, il y avait un tarif de rachat et on rachetait à des prix très élevés. C'était 600 € du mégawattheure. 600 € du mégawattheure. C'était ça le tarif de rachat. Aujourd'hui, vous êtes capable... il y a des tarifs de rachat, ça dépend si vous êtes au sol, pas au sol, mais environ à 50 € du mégawattheure, ça fonctionne. Vous avez divisé déjà par 10. C'est énorme. C'est énorme. Et dans certaines zones, quand vous êtes très ensoleillé, quand vous êtes dans un risque de marché, vous pouvez même être rentable à 20 € du kilowattheure. Il n'y a pas une seule énergie au monde qui est capable de produire des électrons si peu chers. À titre de comparaison, par exemple, une centrale nucléaire, Alors la centrale nucléaire, pendant très longtemps,
on a dit que le coût du nucléaire, c'était à peu près 60 € du mégawattheure. On a même dit que c'était 40. La réalité, c'est que c'était du nucléaire qui était complètement amorti, parce que les centrales avaient été construites depuis il y a 50 ans. Aujourd'hui, si vous voulez faire une centrale nucléaire, eh ben, le coût, ça va être 150 € du mégawattheure, minimum. 150 €. Alors que nous, on peut produire un électron aujourd'hui dans certaines zones, alors pas partout, mais à 20 €. Avec une énorme différence, c'est que le nucléaire, lui, son avantage, c'est qu'il va être en cycle continu. Donc, il y a une très bonne prédiction dans sa production, et puis il peut stabiliser le réseau, ce que ne va pas faire le renouvelable, qui au contraire va déstabiliser le réseau. Mais aujourd'hui, et on se serait parlé il y a 18 mois, je ne vous l'aurais pas dit, aujourd'hui, le coût des batteries a tellement baissé qu'on est capable de stocker nos électrons et d'arriver à avoir une prédiction dans notre production et aussi à stabiliser les réseaux de façon importante. Donc ça y est, on est en train d'offrir des solutions beaucoup plus optimum. Et il n'y a pas qu'une question de prix, il y a une question de stabilité. Donc c'est des enjeux complexes. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer, il ne faut pas dire qu'il y en a un qui coûte 40, l'autre 150. C'est pas aussi simple. Et quand on voit qu'il y a déjà du coup une baisse considérable des coûts qui a été effectuée, je me mets plutôt dans la tête d'un investisseur qui va chercher peut-être une opportunité. Est-ce qu'il peut encore faire une bonne affaire, si je caricature, en se disant j'investis aujourd'hui parce que dans 10 ans on arrivera à être encore plus rentable dans une société comme celle-ci, où finalement il arrive un moment sur un marché qui est beaucoup plus stabilisé, qui est beaucoup moins volatile, qui a beaucoup moins de potentiel aussi de croissance? Là, aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant pour un investisseur quand il investit dans de l'infrastructure de la transition énergétique, c'est qu'on a une maturité technologique. Il n'y a pas c'est des technologies il n'y a pas de risque technologique. Et on n'est pas encore à l'échelle. Donc on sent qu'il y a des capex, donc des coûts, qui peuvent être un petit peu optimisés. Mais il n'y a pas non plus de rupture très importante. Et ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'on va construire dans les 5 prochaines années va être capable aujourd'hui de produire de l'énergie et d'être stabilisé à des prix extrêmement compétitifs par rapport à toutes les énergies fossiles. Donc l'investisseur qui va rentrer aujourd'hui, il va avoir cette chance très importante de pouvoir bénéficier d'investissements où le coût de construction ne va pas être inflationniste et, en revanche, il risque d'avoir des revenus qui vont être inflationnistes. Pourquoi ? Parce que quand la demande augmente, ce qui est le cas naturellement via l'électrification des usages, parce qu'à partir du moment où la mobilité électrique va se mettre en ordre de marche, quand vous allez développer les pompes à chaleur, quand vous allez diminuer votre cours au gaz ou au pétrole, et ben naturellement, ça va soutenir la demande. Donc avoir des capex qui diminuent et des revenus qui sont plutôt soutenus et qui sont inflationnistes, c'est extrêmement avantageux. Et je pense que c'est une des spécificités quasiment unique des infrastructures de la transition énergétique par rapport aux autres infrastructures. Ok. Alors on est rentré tout de suite dans le vif du sujet et c'est parfait. Peut-être pour contextualiser un petit peu, vous avec Airgreen, et c'est d'autant plus important de le faire qu'on est effectivement dans un marché qui s'est structuré. Quelle est votre spécificité ? Parce qu'il y a une multitude d'acteurs qui s'est créée depuis vous. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous tirez votre épingle du jeu ? Qu'est-ce qui fait que vous peut-être vous donnez là aussi ? Qu'est-ce que vous faites de différent par rapport aux autres ? Ah oui, tous les mois, on entend des nouveaux acteurs de la transition énergétique. Ah oui. Alors, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a besoin de beaucoup de fonds pour financer les projets, que ces projets sont rentables et qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui s'y intéressent. Donc ça, c'est le côté très positif. Alors nous, comment on se positionne ? Nous, on se positionne sur un pan de marché. C'est que Airgreen, c'est une société d'entrepreneurs. J'ai créé cette société tout seul en 2010. M'a rejoint en 2012 mon associé de ma précédente aventure, Cédric Lacaze, et donc on est entrepreneur par nature. Et donc naturellement, on a décidé d'accompagner les entrepreneurs de la transition énergétique. Parce que la spécificité du monde des infrastructures de la transition énergétique, c'est qu'elles ne sont pas comme les infrastructures classiques. Les infrastructures classiques, quand vous faites une centrale nucléaire, quand vous faites une autoroute ou des ports, ça se compte en milliards. Et donc là, quand ça se compte en milliards, c'est des très très gros fonds d'infrastructure ou du parapublic. Dans la transition énergétique, on va plutôt travailler dans les territoires. C'est décentralisé, c'est des petites et des moyennes infrastructures. Et qui sont les acteurs au quotidien du développement de ces infrastructures ? Ce sont des entrepreneurs. Et le succès d'Airgreen, ça a été
de réconcilier le monde des entrepreneurs, des investisseurs d'infrastructures. Et on a réussi avec une problématique de terrain à créer des produits qui donnaient un risque d'infrastructure en laissant la liberté et la flexibilité à un entrepreneur pour développer leurs entreprises, ce qui nous a permis d'accompagner les principaux succès français et européens depuis 15 ans. D'accord. Donc, si je comprends bien, effectivement, tu disais les gros projets sont plutôt accompagnés soit par le secteur public, soit par des énormes fonds. On a, j'imagine, des petits projets qui trouvent des banques qui les financent. Comment est-ce que le fonds d'infrastructure il vient se positionner aussi bien par rapport à cet écosystème d'autres financeurs potentiels que j'imagine aussi dans le stade du projet, parce qu'on a le moment de l'idée, le moment de l'exploitation, il se passe beaucoup de choses entre les deux. Exactement. J'aimerais bien que tu nous expliques exactement où est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à cet écosystème. Il y a 3 phases dans des projets d'infrastructure de transition énergétique. Il y a une première phase qui va durer 5 à 10 ans, où vous allez avoir des entrepreneurs. Alors, on ne parle pas de start-upers, on parle d'entrepreneurs qui viennent souvent de l'industrie, de grosses utilities, qui ont décidé de se mettre à leur compte et ont, pendant de nombreuses années, développé des projets, c'est-à-dire sécuriser des terrains, obtenir des accords de raccordement en réseau, tous les permis de construire. Ça va leur mettre un temps assez long, surtout en France. Avec tout ce travail, ils peuvent investir pour développer ça. C'est pas très intensif en termes de CAPEX. Ça va avec 5-10 millions d'euros. Vous pouvez, donc avec du Friends and Family ou des fonds de venture, vous pouvez financer ces activités-là. Au bout de cette période de 5 à 10 ans, ils peuvent se retrouver avec des portefeuilles de projets très importants. Et donc, si je fais une analogie avec c'est un peu comme des promoteurs immobiliers qui ont fait tout le travail de promotion et ils ont maintenant des permis de construire et il faut construire. Et là, ils ont 2 choix. Soit ils décident, alors bien sûr, soit ils décident de tout revendre, tout leur permis, ils se disent je ne deviendrai pas un producteur d'énergie, mais je vais valoriser mes permis. C'est un choix. Il y en a beaucoup qui font ça ? Il y en a pas mal qui le font parce que il faut se sentir capable de partir dans la deuxième phase. Parce qu'à partir du moment où vous construisez vos projets, vous repartez dans un autre temps long qui va durer au minimum 10 ans pour devenir un acteur de référence qui va produire des électrons avec la gestion de la construction, la gestion après de l'optimisation et de la vente de tous ces électrons. Donc c'est pas le même métier en fait. C'est des typologies différentes. Il faut être très fort aussi dans le financement, donc il faut avoir un côté financier aussi pour pouvoir gérer ça. Et donc il faut des aptitudes un peu plus importantes. Alors il y a 2 choix. Soit ils décident de vendre et ils prennent l'argent tout de suite, soit ils se disent, moi, j'ai cette chance de pouvoir faire passer ce portefeuille d'un EBITDA qui vaut aujourd'hui proche de 0, puisque c'est que de la valeur du papier, à, la plupart du temps, en 10 ans, ils peuvent l'amener à 100 millions d'euros, ce qui est colossal. Pour ça, il leur faut environ, il y aura de la dette bancaire, mais pour passer ce stade, il va leur falloir environ 150 millions d'euros de fonds propres. Okay. Tout le reste, ça sera de la dette bancaire. Et là, il faut qu'ils trouvent... ils n'avaient pas beaucoup de solutions. S'ils font venir un fonds de private equity classique qui va rentrer dans la maison mère, ils vont vite se faire diluer, ils vont perdre la majorité. Et un entrepreneur qui s'est engagé, lui, il veut rester aux commandes. Et donc, nous, la solution qu'on lui a trouvée, c'était de mettre un alignement d'intérêts en tablant sur le fait que la valeur initiale qui avait été créée par l'entrepreneur, on n'allait pas la valoriser au départ. Mais on allait faire un contrat avec lui en lui disant, nous, on va t'apporter tous les fonds nécessaires pour convertir tout ce portefeuille en actifs. Et une fois qu'on arrivera à une valeur de 100 millions d'euros d'EBITDA, à des sociétés qui feront plus d'1 gigawatt de production, et là, on aura une plateforme de production d'énergie ou de stockage ou de recharge à l'échelle des méga-fonds d'infrastructure ou des très grosses utilities. Et pour vous, ça sera la fin de l'histoire, parce qu'un entrepreneur, il ne va pas pouvoir refinancer 400 millions d'euros de CAPEX tous les ans. Et donc, nous, on revendra ensemble à ces gros acteurs. Et on le revendra avec une prime plus importante, parce qu'il y a très peu d'acteurs qui arrivent à cette taille critique. Et pour le coup, il y a beaucoup d'acteurs qui veulent investir dans la transition énergétique, mais comme les acteurs historiques ne savent pas faire de la small et de la mid, ils sont obligés de payer cher pour acheter ces actifs. C'est ça notre mission. Et donc, on les accompagne au quotidien pour pouvoir passer cette étape. Et vous entrez au capital de ces projets que vous accompagnez ou c'est un contrat Oui, alors ce partenariat, il
il y a différentes structurations mises en place, mais c'est souvent des actions de préférence où on dit on apporte les fonds et à la sortie, on va partager le capital pour nous, un revenu prioritaire pour le fonds aussi, donc entre 8 et 10%, et après 70% pour l'entrepreneur et 30% pour le fonds. Ce qui permet d'aligner totalement les intérêts. Nous, on ne prend aucun risque de spéculation sur les prix de l'énergie, sur les taux d'intérêt, parce que on rentre à de cost, on finance le prix de construction. Et à la fin, si vraiment les conditions macroéconomiques ont été favorables, ça sera très bien pour l'entrepreneur, il en bénéficiera en très grande partie, il aura 70% de l'upside. Si pendant les 10 ans, il a réussi à développer des nouveaux projets en plus de tous les projets qu'il avait déjà quand on l'a rencontré, ça augmentera la valeur de la plateforme et il en bénéficiera aussi. Donc on laisse toute la liberté d'un entrepreneur, donc il a tout le... Et en même temps, nous, on va se sécuriser par la valeur initiale des portefeuilles et le retour minimum. Et donc, notre objectif, c'est de faire du 15 à 20 brut, pour pouvoir avoir du 12 à 15 net. Mais surtout, le plus important pour nous, c'est d'avoir un taux de perte proche de 0%. Ce qu'on a toujours fait sur tous nos millésimes. Et on a fait la fortune d'entrepreneurs. Et c'est notre plus grande fierté. Et pour avoir un taux de perte le plus faible possible, j'imagine que ça dépend beaucoup de votre capacité à analyser aussi les projets. Et c'est très bien parce que ça rejoint une de mes questions qui est de dire, notamment sur un secteur qui a évolué comme ça, il y a peut-être peu de personnes qui sont qualifiées, qui sont compétentes. Comment est-ce que vous faites? Déjà, combien est-ce que vous êtes? Quelles sont les compétences sur lesquelles vous vous appuyez pour identifier les projets? Et qu'est-ce qui fait justement peut-être votre méthode ou votre capacité à identifier les bons projets, ceux qui arriveront à émerger? Alors nous, aujourd'hui, on est 55. Donc on est une des plus grosses équipes d'investissement dans la transition énergétique en Europe. Et c'est notre spécificité, c'est d'essayer d'anticiper les infrastructures de demain, les nouveaux business models. Parce que oui, investir dans la transition énergétique, tout le monde peut le faire. Mais si vous rentrez dans des projets, je dirais des vanilles, là, vous allez être en compétition, il y a des banques d'affaires qui vont amener les sujets et vous n'allez pas avoir des retours très intéressants. La force chez Airgreen, c'est que les équipes sont souvent issues d'ingénieurs de utilities ou de producteurs indépendants. On a pas mal d'acteurs qui viennent de l'industrie. On a d'autres acteurs qui viennent du monde bancaire, parce que le financement, c'est clé dans ce sujet-là. Et ce qui nous permet, et on a aussi notre propre équipe technique. Donc, on a une capacité, on pourrait faire des projets par nous-mêmes, on pourrait les développer, les construire, les opérer. Mais on est plus efficace en apportant notre savoir-faire à nos différents partenaires. Donc, on peut démultiplier nos forces. Et donc, aujourd'hui, on a été en mesure, sur les dernières années, d'anticiper les gros mouvements. On a été les premiers à faire du stockage. Et aujourd'hui, on a dans notre dernier millésime qui est Infragreen 5, on a le leader français et européen du stockage. On a aussi un leader français aussi de la production d'énergie renouvelable. On a le leader du biométhane en Italie, parce que on a cette chance de collaborer avec les entrepreneurs. C'est ça notre force. On est sur le terrain. Et ça fait plus de 15 ans qu'on le fait via de l'infrastructure, mais ça fait maintenant 20 ans qu'on le fait sur l'ensemble des aspects du financement. Et on a un réseau très très fort. Dans nos investissements, de fonds en fonds, près de 70% de nos partenaires, c'est du repeat business. C'est des gens avec qui on a déjà travaillé. Et donc, il y a ces relations de long terme qui sont très importantes. Et je dirais qu'aujourd'hui, la plus grande fierté d'Airgreen, c'est qu'on soit choisi par les entrepreneurs. Et surtout les entrepreneurs à succès. Et on a eu un moment très intéressant, je crois que c'était en mai dernier, puisqu'il y avait le label là, du Next 40, les 40 sociétés les plus prometteuses pour l'économie française. Sur ces 40 sociétés, il y en avait 3 qui étaient éligibles aux infrastructures de la transition énergétique. Il n'y en avait que 3. Il y avait le leader de la recharge rapide de véhicules, il y avait le leader du stockage, et il y avait le leader de la production d'électrons verts. Mais les 3, elles sont dans notre portefeuille.
Et on les a identifiés au départ. Et c'est pas pour rien qu'ils sont dans notre portefeuille. Parce que les entrepreneurs qui sont dans ces sociétés, c'est les entrepreneurs les plus successful du secteur. Et avec le partenariat qu'on leur offre, ils savent très bien que s'ils performent, ils auront le meilleur retour. Et je pense que c'est cet alignement d'intérêts entre des entrepreneurs, des attentes d'investisseurs raisonnables, où la protection du capital et un retour équilibré fait qu'on a réussi à garder cette longueur d'avance par rapport aux nouveaux entrants. Très clair, merci beaucoup. On parle de projets qui sont assez coûteux. En général, dans un fonds, vous avez combien de projets ? Alors, sur les fonds, on a environ 15 plateformes. Donc, je parle de plateformes parce que chaque plateforme, vous aurez une équipe de management qui va développer les projets et qui va les construire et les opérer. Et dans ces sociétés plateformes, vous avez potentiellement des centaines de projets à travers l'Europe. Alors, si vous faites de la toiture, là, vous allez avoir des milliers de projets. Si vous faites du biométhane, vous allez avoir une cinquantaine de projets. Donc, ça dépend vraiment du territoire dans lequel vous investissez, ça dépend de la technologie dans laquelle vous investissez. Mais ce qui est très intéressant pour nous, en tant qu'investisseurs infrastructure, c'est qu'il y a un foisonnement d'investissement, ce qui diminue fortement le risque. Oui, c'est ça. Si je comprends bien, vous investissez jamais dans un projet cherry-piqué quelque part dans un... Non, c'est vraiment, vous allez trouver un partenaire qui a une multitude de projets et vous allez l'accompagner lui en tant que partenaire. Exactement. Nous, notre idée, c'est de faire grossir des plateformes, les mettre à l'échelle, se positionner juste sur un projet. On a pu le faire dans le passé à 2-3 occasions. C'est pas trop ce qu'on apprécie le plus parce que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la dynamique du secteur de la transition énergétique. La transition énergétique, il faut se rendre compte, en Europe, les objectifs de 2030, c'est de passer à 42% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, contre 23% aujourd'hui. On doit faire en 6 ans ce qu'on a fait en 40 ans. C'est possible, ça ? Et c'est possible. Pourquoi ? Mais ça ne va pas être avec de la nouvelle technologie. Ça va être juste d'être capable de construire tous les portefeuilles de projets qui ont été accumulés ces dernières années. Donc il faut que les États soient un peu plus réactifs dans la simplification administrative, c'est vraiment ça. Il y a de l'argent, c'est rentable, on va le faire, ça. Je pense qu'on va le faire sur la production. Ça, j'en suis assez convaincu. Alors peut-être que ça va être décalé d'1 an ou 2, mais c'est le volume de croissance des infrastructures est colossal. Et donc, si vous positionnez que sur un projet, vous perdez tout ce potentiel de croissance. Et donc, nous, en étant sur les plateformes, en construisant les actifs, on est protégé par la valeur de ces actifs, mais en même temps, on laisse l'entrepreneur, bien sûr, continuer à développer des nouveaux projets, ce qui augmentera la valeur future. Ce qui fait qu'on a 2 moteurs de performance. Le premier qui est la construction de nos actifs, donc on va en avoir au début entre 10 et 100 par plateforme, mais à la fin de la plateforme, il y aura le deuxième moteur qui aura été la capacité du manager à développer les nouveaux projets, à optimiser les business models, parce que entre le début de l'investissement et la sortie, là, notamment sur nos plateformes, là, on voit que le stockage émerge de plus en plus, donc on a des évolutions dans nos BP. Et ça, c'est ça qui va nous permettre de créer le deuxième volet de performance. Donc ça, c'est très important parce que si vous êtes que sur l'actif, vous allez avoir de la visibilité sur les cash flows, souvent avec des contrats qui peuvent être long terme, mais vous allez être quand même très exposé aux évolutions sur les taux, sur les prix de l'énergie à la sortie. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout envie d'avoir. Et avec l'effet volume et le fait de construire at cost nos projets, on est complètement protégé des gros effets dévastateurs macroéconomiques. Et au contraire, on peut bénéficier de tous les avantages liés à notre classe d'actifs aujourd'hui, qui sont des capex qui diminuent et des prix qui vont tenir. Et le fait d'investir sur ce format, justement, de plateforme, ça, j'imagine, multiplie par contre peut-être la durée de la relation avec l'entrepreneur, dans la mesure où plus il y a de projets, plus il y a de possibilités, j'imagine, qu'ils s'échelonnent sur un temps long. Oui, alors nous, on a vocation à construire le maximum qu'on peut construire avec les 100-150 millions d'euros qu'on va mettre à leur disposition. On trouvera souvent aussi des solutions de co-investissement. Mais finalement, notre objectif, c'est de sortir avec l'entrepreneur. Et pour être totalement aligné et maximiser le profit. On sait qu'au bout de 7-8 ans, ça sera trop gros. Trop gros pour l'entrepreneur, trop gros pour nous, et il faudra vendre.
Mais c'est vrai qu'on a eu aussi dans le passé, au bout de 3 ans, des tels succès que finalement, l'entrepreneur qui nous disait qu'il sortirait jamais avant 10 ans, c'est plutôt lui qui nous a poussé à vendre plus tôt. Donc ça peut arriver aussi. Mais non, le temps pour arriver à maturité sur ces plateformes, au moment où on intervient, c'est vraiment 7 ans. D'accord. Et il y a du secondaire qui existe sur ce type d'investissement ou pas? Dans le cas où vous voulez sortir avant, il y a d'autres fonds ou vous-même qui pouvez acheter des projets en... Oui, bien sûr, des secondaire. plateformes. Oui. C'est Des plateformes, pardon. les plateformes de projets. Alors, on peut vendre nos projets au sein des plateformes. De temps en temps, ça, on fait ça. On vend certains projets pour pouvoir continuer à financer la construction des nouveaux. Donc, si on en vend qui sont très rentables, on peut le développer comme ça. C'est la première chose. Donc, et deuxième option, bien sûr, c'est on peut bien sûr vendre des plateformes à des fonds. Parce qu'à la fin, qui va nous racheter? C'est soit des fonds, soit des grosses utilities. Et on a beaucoup de utilities qui ont énormément de mal à développer des projets d'infrastructure de transition énergétique pour une seule raison, c'est qu'ils ne sont pas faits pour développer des petits et des moyens projets. Ils sont faits pour faire des très très gros projets. Et donc ils ont besoin d'entrepreneurs et de fonds comme nous qui permettent à des entrepreneurs d'atteindre cette taille critique pour pouvoir avoir des objets à leur standard. Voilà. Et c'est vraiment ça notre mission. Et on est assez convaincu que c'est le meilleur moyen d'accélérer et d'atteindre les objectifs de la transition énergétique. Parce que si on avait laissé ça à que des gros acteurs, c'était impossible. Sans des entrepreneurs vraiment engagés et des financiers qui étaient capables d'avoir des mécanismes pour pouvoir financer leurs projets, on n'aurait pas pu atteindre les objectifs. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler aussi qui sont les investisseurs qui vont vous accompagner sur ce type d'investissement? Alors principalement, les investisseurs qui ont accompagné Airgreen depuis le départ sont des mutuelles, des assureurs, des fonds de pension français et européens. Mais on a aussi quelques grandes familles qui nous ont accompagnés depuis le départ. Et donc aujourd'hui, on élargit notre base en ouvrant à des investisseurs plutôt banques privées. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, parce que toi, tu connais très bien ton métier et tu sais très bien de quoi tu parles, mais je trouve ça intéressant quand on peut rentrer un peu en détail dans une participation spécifique, peut-être nous raconter cette histoire-là. Tu parles d'utilities, tu parles d'énergie renouvelable, mais très concrètement, quelle belle histoire tu as en tête et tu peux nous partager aujourd'hui? C'est le meilleur moyen de comprendre ce qu'on fait et de se rendre compte que ce sont des temps très longs. Nous, une des très belles aventures qu'on a eues chez Airgreen, c'est l'accompagnement de 2 entrepreneurs, Jean-Marc Boucher et Louis Blanchard. Et la première rencontre que j'ai eue quand j'ai créé Airgreen en 2010, c'était avec Jean-Marc Boucher, entrepreneur à Béziers, producteur d'énergie renouvelable, un passionné qui avait commencé dans l'hydro et qui connaissait parfaitement son secteur, qui avait développé du solaire, de l'éolien. Il avait un fonds plutôt de capital risque à son capital. Et il avait un problème, c'est qu'il sentait qu'il fallait grossir. On est en 2010, il faut accélérer, mais qu'il n'a pas forcément les moyens, il ne sait pas comment. Et le seul moyen d'accélérer pour lui, c'est de vendre ce qu'il a pour pouvoir acheter l'autre. Donc ça ne fonctionnait pas. Et on a parlé, échangé pendant 2 ans. Ça nous a amené à créer les stratégies Infragreen. Ok. C'est lui qui nous a fait réaliser qu'il y avait un problème sur le marché aujourd'hui pour faire accélérer cette transition énergétique. Et avec ces échanges, on a eu la solution et on lui a proposé de l'accompagner pour acheter un concurrent qui était coté en bourse en refinançant tous ses actifs solaires. On lui a fait un premier investissement de 15 millions d'euros, c'était fin 2012. La société s'appelait JMB Énergie, il a racheté Aerowatt. C'est devenu Cadran. Okay. 4 ans plus tard, il a revendu sa société à Direct Energy, qui est devenu après Direct Energy Total Direct Energy, pour plus de 300 ou 400 millions d'euros. Okay, c'est énorme. Il a fait x10 sur les 4 ans. Ça a été le début de l'histoire d'Airgreen, parce que grâce à Jean-Marc, et c'est ça la valeur ajoutée d'Airgreen, c'est d'essayer de comprendre un entrepreneur et transposer ses problèmes pour en faire une solution financière. Et bien sûr, on fait la même chose avec les investisseurs, mais bon, ça c'est plutôt notre ADN, c'est nous, de comprendre ce qu'on est capable par rapport aux problématiques d'un entrepreneur, de voir le meilleur rapport rendement-risque. Et donc, on a créé
cette relation très forte. Et comme c'est une très belle histoire, et que lui, il n'avait pas envie d'être à la retraite, il avait vendu toute la France, il avait gardé l'Europe, et on a réinvesti sur l'histoire européenne. C'est la société Caire. Et donc là, on a investi, je crois qu'on avait investi entre les fonds qu'il avait amenés. Lui, il a dû investir 200 à 300 millions d'euros. Nous, on a mis 150 millions d'euros. On a développé Caire, qui est aujourd'hui un leader européen, qui fait partie des Next 40. Et on a accueilli, il y a 2 ans, un fonds néerlandais d'infrastructure sur une valorisation de 1,2 milliard. Ok. Et c'est la plus belle illustration de ce qu'on fait. C'est des relations extrêmement long terme avec des entrepreneurs qui ont une connaissance extrêmement précise de leur secteur et qui sont capables de tirer le maximum aujourd'hui de la transition énergétique et surtout d'offrir une solution qui va être très impactante pour l'environnement, parce qu'on est vraiment capable d'offrir des solutions durables en même temps très rentables pour l'investisseur. Donc JMB Énergie, qui est devenu cadran Caire, Jean-Marc Boucher, Lou Blanchard, ça c'est une très belle histoire chez Airgan. Ouais, magnifique, super, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Toi, plus à titre perso, ça fait maintenant plus de 15 ans, 20 ans, non, allez, pas encore 20 ans, que tu exerces avec Arin Invest. Tu te projettes comment c'est quoi ton objectif perso là-dedans? Alors moi, j'ai l'impression d'avoir, sur les 20 dernières années, fait l'entraînement qui me permet d'être prêt pour la course. Donc, bien sûr, on pourrait arrêter. C'est maintenant que ça commence. Alors, je n'imagine pas du tout quitter l'aventure de l'infrastructure de la transition énergétique avant que ça soit une évidence pour tout le monde. On est convaincu que c'est la solution. C'est extrêmement profitable aujourd'hui, mais ça va être le moyen de donner un leadership à l'Europe, une indépendance énergétique et une solution aussi pour les consommateurs pour diminuer leur coût énergétique. Donc on a vraiment envie de participer à ça, on a tout préparé, on va pas arrêter avant la course. Ouais, c'est maintenant que ça se joue. Exact. Excellent. Et dernière question, et après je te libère. Est-ce que tu peux nous donner, tu nous as montré encore avec ton exemple de JMB que tu étais capable d'identifier des projets qui avaient des très forts potentiels. Comment est-ce qu'on fait pour identifier un bon fonds et au-delà d'un bon projet ou d'une belle plateforme? Alors, un bon fonds, déjà, c'est un fonds qui est pas volatile. Il faut de la stabilité dans la performance. Et un bon fonds, c'est souvent un fonds qui n'est pas tout seul. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est quand il a déjà plusieurs vintage. Ça permet d'être rassuré sur la stabilité de la performance. Parce que avoir des éléments exceptionnels qui permettent d'avoir une très forte performance parce qu'on a eu une chance macroéconomique ou une très bonne performance sur une entreprise, c'est pas ça qui va faire qu'un fonds est bon. Donc je dirais de la régularité dans la performance. Et un point pour nous qui est capital, c'est le loss ratio. C'est vérifier qu'il y a eu un taux de perte qui est proche de 0. Parce que notre mission en tant qu'investisseur, c'est de ne pas perdre déjà. C'est de ne pas perdre et de protéger le capital qui nous a été confié. La deuxième mission, c'est bien sûr faire de la performance, mais ne pas perdre, c'est déjà très bien. Merci beaucoup. Un très bon conseil à garder en tête. Merci beaucoup d'être venu sur Just Focus aujourd'hui et puis à très vite. Merci. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.